sur LinkedIn, YouTube et puis Facebook. Euh, le webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de comment l'intelligence artificielle révolutionne le développement web et le développement mobile. Donc, comme d'habitude, ça va être un webinaire de 45 minutes, après avec une série de questions. N'hésitez pas à poser toutes sortes de questions que vous avez et il me ferait un plaisir de vous y répondre. Donc, concrètement, l'intelligence artificielle, comme vous devez l'imaginer, ça transforme plusieurs secteurs, sinon la majorité des secteurs aujourd'hui. Mais ça transforme aussi bien le secteur du développement web et du développement mobile, et ça le transforme de manière radicale. En fait, ça touche vraiment chaque étape du cycle du processus de développement, aussi bien d'une application web que d'une application mobile. Alors, euh, moi, c'est Sidi Kalaladé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondateur de l'agence web Oshara, qui est une compagnie de services, on offre des services technologiques et marketing, et de l'application marketing Osorto, qui est un software as a service marketing qui permet essentiellement de faire des tirages au sort sur les réseaux sociaux. En gros, je suis vraiment un passionné des technologies numériques et puis du marketing en ligne. Donc, Oshara, c'est qui on est un peu comme en fait je viens de vous l'expliquer. On fait vraiment tout ce qui est technologie, marketing. On a une, une centaine de clients. On exerce sur 3 différents continents. Et puis voici un peu l'exemple de quelques-uns de nos clients. Donc, si vous avez des questions, vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Vous pouvez scanner le code QR que vous voyez juste en face de vous. Et il me ferait un plaisir de vous assister avec, que ce soit moi ou un membre de notre équipe. On adore justement pouvoir apporter de la valeur à nos clients et nos partenaires. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle pour les développeurs. D'abord, c'est de voir l'intelligence artificielle comme un outil. Donc, pour ceux qui sont pas mal habitués à tout ce qui est intelligence artificielle, vous devez... juste un instant, est-ce que je dois accepter? Ok. Okay. Donc, pour tous ceux qui sont habitués à l'intelligence artificielle, vous allez être habitués à généralement ChatGPT, Gemini, etc. Donc, ça, c'est un exemple d'outil de l'intelligence artificielle. Mais vous pouvez voir aussi l'intelligence artificielle comme une fonctionnalité. Donc, ce qui permet essentiellement d'enrichir l'expérience utilisateur avec des capacités intelligentes. Donc, supposons que Jean-Marie utilise une application, par exemple, mais en fonction du, du style d'utilisation de Jean-Marie, bien, l'application pourrait être justement adaptée justement à son style. Et les technologies clés pour l'intelligence artificielle, pour en fait les développeurs, c'est vraiment tout ce qui est machine learning, deep learning, NLP, la vision par ordinateur et puis l'intelligence artificielle générative que vous connaissez déjà, qui est ChatGPT, etc. Euh, vous allez voir ici que justement, on ne parle pas uniquement d'intelligence artificielle générative parce qu'il ne s'agit pas justement uniquement d'intelligence artificielle générative quand on parle d'IA pour tout ce qui est développement. C'est vraiment ce mix de ces différents éléments, machine learning, compréhension du langage, euh, qui permet justement de pouvoir aider efficacement les développeurs à pouvoir créer des applications solides, robustes en beaucoup moins de temps. Euh, si, ok, c'est bon. Donc, l'intelligence artificielle à travers le cycle de développement complet d'un processus web, que ce soit au niveau de la conception, que ce soit pour générer des idées de wireframe ou pour analyser un peu les données récoltées par en fait vos clients, vous pouvez généralement utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit des chats GPT simples de ce monde, pour en fait vous leur en fait demander de vous créer des maquettes d'un projet. Donc, exemple, vous voulez créer une application de collecte de déchets, par exemple, et vous souhaitez avoir
une page pour justement avoir les différentes options à mettre pour pouvoir collecter les déchets efficacement. Mais vous pourriez justement demander à des chats GPT de ce monde de vous aider à créer un wireframe en lui expliquant vraiment c'est quoi le but de l'application. Et ChatGPT va vous faire un modèle rapide de wireframe que justement vous allez pouvoir vous baser pour élaborer un peu plus votre application. Donc, gardez en tête ici que quand on parle d'intelligence artificielle, l'idée n'est pas de ne plus travailler. L'idée est de travailler plus efficacement, plus rapidement. Donc, ChatGPT va vous fournir généralement un wireframe avec des exemples de champs que vous pourrez utiliser dans votre application, mais vous allez devoir l'élaborer, que ce soit à travers votre designer, que ce soit dans un Figma, etc. Vous allez l'élaborer un peu plus pour arriver justement à une maquette plus propre, plus personnalisée du produit que vous souhaitez développer. Pareil pour tout ce qui est analyse des données utilisateurs. Donc, encore une fois, vous allez lui fournir des données en fonction de ce que vous voulez créer pour concevoir votre produit. Et lui, il va pouvoir analyser toutes ces données et même vous donner un peu plus d'idées, d'éléments que vous n'avez pas nécessairement pensé. Ce qui est justement super intéressant parce qu'on sait que le développement web, généralement, c'est une question de coût et dans le long terme, il y a toujours des changements. Et plus il y a des changements, ben, plus les coûts augmentent. Donc, le fait d'intégrer l'analyse, l'intelligence artificielle dès le début de la conception de votre projet web, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez le développement lui-même. Donc, là, on parle pour les développeurs qui sont ici sur l'appel aujourd'hui, ben, ils vont certainement bien comprendre de quoi je parle. Pour ceux qui l'utilisent, bien sûr. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, ben, ils vont le comprendre un peu plus. Juste un instant. Il faudrait que je quitte mon bidule. Euh, donc, euh, donc, du coup, que ce soit pour la suggestion de code, que ce soit pour de l'autocomplétion intelligente, est super efficace. Je vais vous montrer des exemples concrets, réels de ça comme du développement un peu plus tard dans mes, comme dans ma présentation aujourd'hui. Ensuite, vous avez la partie test. Bien entendu, quand vous développez un produit, vous devez le tester, vous assurer qu'il fonctionne bien. Et l'intelligence artificielle, justement, vous permet de tester un peu plus efficacement différents types de modèles, en fait, et de pouvoir corriger plus rapidement vos erreurs. Et ensuite, vous avez le déploiement. Donc, une fois que vous voulez aller en ligne, et une fois que vous êtes en ligne, vous voulez pouvoir maintenir continuellement ce projet. Ben justement, la maintenance, aussi bien au niveau du déploiement en ligne et aussi bien au niveau de la maintenance, vous avez justement une aide efficace que l'intelligence artificielle peut faire pour vous. Donc, dans le reste, justement, je vais vraiment parcourir un peu plus en détail ces différents éléments-là pour que justement vous puissiez mieux comprendre comment ça sert dans le développement. Ouais. Donc, au niveau de conception et du design, vous avez tout d'abord l'analyse des données, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, permettre de mieux comprendre euh, aussi bien le produit que vous développez, mais pour pouvoir mieux, mieux réaliser, en fait, comme améliorer l'expérience utilisateur en gros. Parce que le fait de pouvoir avoir des éléments UX qui vous disent, OK, que, je sais pas, le fait que votre boîte soit trop courte, par exemple, dans une boîte à gauche, en fait, la page peut être moins intuitif pour, en fait, les utilisateurs parce que c'est un type de champ très important, très pertinent. Du coup, ce serait peut-être mieux de le centrer. Donc, ce sont genre des petits éléments que l'intelligence artificielle, quand par exemple vous faites un design UX et que vous lui soumettez, ben, il va automatiquement justement vous donner tous ces types d'analyses-là qui vont vous permettre de pouvoir améliorer votre design. Ensuite, que ce soit pour la création de maquettes basiques avec des prompts bien précis, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt,
ça va toujours être pertinent, mais aussi bien pour tout ce qui est graphique. Donc, souvent, dans des applications, que ce soit un site Internet, un logiciel, une application mobile, on a souvent besoin d'icônes. Donc, pour tout ce qui est iconographie, etc., vous pourriez utiliser euh, des outils comme Midjourney, Dall-E, il y a Sora maintenant de ChatGPT. En tout cas, tous les différents outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider à créer des icônes, des éléments graphiques. Euh, Certains d'entre eux sont plus intéressants que d'autres. À date, personnellement, Midjourney se démarque énormément de tous ses compétiteurs, mais ça vous permet justement d'aller un peu plus vite. Et puis, bien entendu, pour tout ce qui est direction artistique, donc ça va vous permettre de, comme, d'avoir des suggestions très intéressantes, quel type de couleur vous pourriez utiliser dans votre projet, etc. La dernière fois, lors en fait d'une conférence, on a fait un très bon exemple pendant notre conférence où on a simulé la création d'un produit physique à vendre. C'était plus marketing. Et on a voulu créer un poster. Et ce poster, on a donné tous les éléments de contexte à l'intelligence artificielle. C'est un truc lié au miel qui devait être exporté à l'extérieur, etc. Donc, on a donné tous les éléments à l'intelligence artificielle et puis on lui a demandé de nous proposer un exemple d'étiquette du produit. Mais il nous a proposé vraiment quelque chose de génial dans les bonnes palettes de couleurs qui répondent vraiment bien, aussi bien aux couleurs du Canada, aux couleurs du miel qu'on vend, etc. Donc, c'est tous des éléments qui sont super intéressants au premier niveau qui est dans la conception du design de votre produit. Ensuite, quelles sont les technologies vraiment clés, utiles que les utilisateurs utilisent généralement? C'est, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt encore, c'est tout ce qui est machine learning. Donc, c'est qu'il y a de l'apprentissage automatique qui utilise en fait des algorithmes pour comprendre comment est-ce que vous développez généralement. Donc, c'est vraiment un réseau de cerveau, de neurones qui va essayer de comprendre un peu plus votre type de codage. Ensuite, il y a le NLP, donc le langage naturel processing, qui permet en fait d'interpréter et de générer le langage humain. Donc, les chatbots l'utilisent pas mal, ou bien pour tout ce qui est analyse textuelle aussi, ça l'utilise pas mal. Et vous avez le computer vision qui permet justement de voir et d'analyser ce qu'ils voient justement. Donc, c'est utile pour tout ce qui est reconnaissance faciale, réalité augmentée, etc. Donc, euh, dans votre code, vous pourriez juste lui passer, par exemple, une maquette d'une page et à partir de cette maquette, il pourrait vous aider à même écrire du code. Donc, ça, c'est vraiment le computer vision qui le fait. Donc, c'est pas mal d'éléments qui sont intéressants pour justement euh, tout ce qui est développeur et pour toutes les personnes qui sont intéressées en fait à utiliser l'intelligence artificielle dans leur processus de développement. Donc, quelques outils concrets pour en fait les développeurs. Vous avez TensorFlow.js, c'est un framework JavaScript qui est intégré dans les navigateurs et puis les applications mobiles. Vous avez tout ce qui est API cloud là. Donc, que ce soit Google, Microsoft, Amazon, ils ont pas mal de trucs intégrés déjà. Vous avez chat GPT qui est intégré justement à différentes API, que ce soit pour le texte, pour les images. Et vous avez Hugging Face, qui est une bibliothèque justement de modèles NLP qui est déjà prête à l'emploi. Donc, comme en fait, je vous disais un peu plus tôt, le NLP, c'est quelque chose qui va être très, très, très pertinent pour l'intelligence artificielle, pour les développeurs, parce qu'il permet justement d'interpréter et de générer le langage humain. Donc, Hugging Face, justement, une bibliothèque déjà prête à l'emploi pour. Donc, quelques trucs super intéressants à utiliser lorsque vous êtes développeur, c'est que ce soit des assistants de code. Ça, c'est super intéressant. Que GitHub Copilot, j'ai des exemples de GitHub Copilot que je vais vous montrer dans quelques minutes. Vous avez AWS, vous avez Code Whisper, vous avez Windsurf. Bref, il y en a plein. Ça, c'est vraiment en termes de code et je vais vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Vous avez pour tout ce qui est design aussi, donc que ce soit des plugins Figma, donc tout à l'heure on parlait de niveau conception
visuel, maquette. Donc, au niveau du design, Figma, par exemple, a des plugins intégrés qui sont comme Builder.io qui vous permet justement de transformer le design que vous avez fait automatiquement en code. Donc, vous pouvez imaginer, ça vous simplifie énormément la tâche. Vous avez aussi tout ce qui est service cloud, que ce soit les API de NLP, tout ce qui est vision, tout ce qui est recommandation prête à l'emploi. Et pour tout ce qui est open source, TensorFlow, etc., qui vous permet d'exécuter des modèles au niveau client. Donc, le niveau client, c'est généralement dans votre navigateur là. Donc, vous pourriez vraiment tester des modèles dans votre navigateur directement pour voir comment est-ce que comment est-ce que ces modèles-là se comporteront dans la vraie utilisation pour un utilisateur qui utiliserait votre produit. Donc, en gros, ça permet une productivité plus accrue. Il y a un focus sur la valeur, donc les développeurs vont se concentrer généralement sur la logique beaucoup plus complexe. Donc, les développeurs vont toujours débugger, mais l'intelligence artificielle va aider pas mal à débugger plus vite. Vous allez pouvoir avoir des résultats mesurables, donc de pouvoir voir en fait un gain clair en termes de temps de codage. Donc, je parle d'un gain en termes de codage, ça veut dire que vous aurez quand même besoin d'un développeur pour coder, mais le développeur qui coderait, je sais pas, une application en 6 mois, en utilisant bien l'intelligence artificielle, il pourrait facilement économiser un minimum de 20%, sinon même du 40%. Donc, ça pourrait facilement aller à du 4 mois ou même 3 mois. Mais comme vous avez clairement un gain énorme en termes de temps de codage, il y a des solutions super simples qui fonctionnent déjà, qui sont intégrables dans la majorité des éditeurs les plus populaires, que ce soit GitHub Copilot, qui est justement un des super populaires, qui est pas mal utilisé, que je vais vous montrer. Et après, les développeurs vont être concentrés sur tout ce qui est problème fréquent, parce que généralement, un développeur, une de ses tâches ou un de ses rôles principaux, généralement, c'est de corriger les problèmes. Parce que quand on est développeur, on fait face généralement à des problèmes dans le code. Quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose qui fonctionnait très bien, mais pour un type de client, dans un type de navigateur, sur un type de connexion ne fonctionne pas. Donc, il va falloir comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas pour ce type d'utilisateur. Donc, ça permet en fait, en gros, de pouvoir être plus efficace dans le développement des fonctionnalités. Donc, du coup, vu que l'intelligence artificielle permet de développer plus rapidement, ça réduit énormément le temps de développement, ça augmente votre productivité et ça vous permet justement d'automatiser pas mal votre structure de code pour une architecture de base. Ça fait que votre code est plus facilement réutilisable, mais non seulement il est plus facilement réutilisable, mais il est plus facilement extensible, mais intéressant pour d'autres utilisateurs qui veulent ensuite rajouter des fonctionnalités dans votre ancien code. Parce que avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir un standard que vous allez suivre. Et en utilisant bien l'intelligence artificielle en développement, justement, il va toujours pouvoir vous rappeler, OK, vous ne suivez pas tel standard que vous utilisez depuis le début et que vous pourriez le réécrire de telle manière. Donc, il y a toutes sortes de fonctionnalités, que ce soit pour optimiser votre code, que je vais vous montrer pas mal dans quelques minutes. Donc, en gros, ça accélère énormément le développement de votre produit. Que ce soit pour le coding, donc le codage en lui-même. Vous avez des suggestions intelligentes. Vous avez le code depuis juste du texte. Vous pourriez écrire, écris-moi un script JavaScript qui permet de faire
je sais pas, de faire un pop-up où je dis félicitations. Mais si vous le faites tout de suite, même dans ChatGPT va vous fournir un script JavaScript qui vous permet de le faire et que vous pourriez utiliser justement dans votre application. Donc, un très bon exemple simple que d'ailleurs moi-même j'ai eu à utiliser il y a quelques mois de cela. C'était pour un site WordPress que je voulais faire un script dans une page et justement, je suis tout simplement allé dans ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai besoin d'un script JavaScript à intégrer dans une page contact qui me permet de sélectionner automatiquement tel type de case à cocher. Et j'ai appuyé Entrée, il m'a automatiquement généré le script. Je suis allé dans le WordPress, j'ai intégré le script, j'ai modifié un élément de variable et puis pouf, mon script a fonctionné tout simplement. Donc, bien entendu, je suis développeur à la base, donc oui, je comprends le code, mais même si j'étais pas développeur, j'aurais pu m'en sortir avec un peu plus de recherche sur comment modifier la variable pour en fait le faire fonctionner dans ma page WordPress. Si j'avais donné un peu plus de contexte à ChatGPT, il l'aurait fait automatiquement pour moi. Donc, c'est pour dire oui, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être développeur pour aujourd'hui créer du code, mais si vous voulez développer des applications robustes, performantes, c'est clair que juste l'intelligence artificielle ne va pas vous permettre de le faire si vous n'avez pas des notions de développement. Ensuite, que ce soit pour tout ce qui est optimisation, amélioration du code existant, c'est juste génial. Une chose généralement que les développeurs, mais un problème fréquent des développeurs qui existe depuis la nuit des temps, c'est la documentation de leur code. Donc, on dit les développeurs généralement ne documentent pas super bien leur code. Bon, est-ce que j'en faisais partie? Je suis pas très sûr, mais bon. On va dire certains développeurs j'aimerais que le code soit encore beaucoup plus documenté. Mais généralement, quand le développeur code, lui, il veut se concentrer sur le code qu'il fait. Il ne veut pas se concentrer sur aller mettre des commentaires sur toutes les lignes de ce qu'il écrit. Lui, il veut se concentrer sur la fonctionnalité qu'il veut réaliser. Donc, généralement, il va mettre, je sais pas, expliquer en une courte phrase un peu la fonction, mais la fonction peut-être prendre, je sais pas, 1000 lignes ou bien 5000 lignes de code, quoi. Donc, peut-être expliquer un peu plus des éléments de ces 5000 lignes de code pourrait aider un autre développeur qui va vouloir améliorer cette fonction dans 6 mois ou peu importe quand. Ou justement, ben, avec l'intelligence artificielle, vous pourriez justement aller facilement documenter votre code automatiquement quand vous l'écrivez. Et ben, vous pourriez même traduire entre différents langages de programmation. Ça, c'est quelque chose de super intéressant, de super génial que ben, mon équipe a essayé puisqu'on développe dans différents langages. On fait beaucoup de Flutter pour tout ce qui est mobile, mais on fait aussi beaucoup de PHP avec Laravel ou du Python pour utiliser beaucoup de données qu'on veut analyser généralement. Et ça nous est arrivé justement dans un projet un script qu'on avait déjà écrit en PHP qui fonctionnait pas mal et on voulait l'utiliser plus en Python. Mais c'était GitHub Copilot qui justement a pris notre script PHP qui nous l'a réécrit en Python. On lui a rajouté plein de contextes, plein d'éléments, mais je vous assure que le code Python était juste génial et fonctionnel. Mais s'il n'était pas fonctionnel, il n'aurait pas été génial là. Donc, le but n'est pas d'écrire du code pour écrire du code, le bien d'écrire du code qui fonctionne. Donc, il était vraiment génial et fonctionnel. Donc, il vous permet de, vous connaissez un langage de programmation, de pouvoir facilement aller vers un autre langage de programmation. Ce qui est intéressant dans ce principe-là pour en fait les développeurs, c'est justement la capacité à apprendre beaucoup plus vite. Donc, avec l'intelligence artificielle, vous pourriez, au lieu justement d'avoir à non seulement aller apprendre complètement le Python from scratch, bien entendu, mais une fois que vous connaissez généralement un langage de programmation, en tout cas, ces langages de programmation évolués là, le concept ou les différents concepts sont pas mal les mêmes. C'est la structure, les déclarations des variables, etc., qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais le concept général de programmation est pas mal le même.
Donc, avec l'intelligence artificielle, vous pourrez justement aller être encore euh, plus rapide dans votre apprentissage d'un nouveau langage de programmation. Pareil pour tout ce qui est tâches répétitives. Donc, que ce soit le code standard que vous utilisez, la manière dont vous déclarez vos variables, la manière dont vous créez vos templates, vos patterns, mais il va automatiquement pouvoir vous les standardiser, que ce soit pour des bugs. Donc, que vous écrivez, par exemple, quelque chose qui pourrait être un bug, il va généralement vous popper, comme vous le notifiez pour que vous puissiez le corriger en temps réel. Que ce soit pour de l'optimisation continue de votre code, et ça, c'est super génial. Il va pouvoir vous le faire. Pour la majorité des personnes qui sont en ligne, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas développeurs, mais généralement, quand vous donnez un code à 100 développeurs pour, je sais pas, créer une fonction qui va vous afficher bonjour sur un écran, et les 100 développeurs peuvent vous montrer le bonjour, mais quand vous allez ouvrir le code des 100 développeurs, ça va clairement pas être le même. Impossible à tous les coups que ce soit les mêmes. Il peut y avoir des similarités, mais le code peut pas être le même généralement parce que chaque développeur a ses techniques de programmation, sa manière de déclarer les variables, etc. Certains vont être plus rapides, certains vont être moins rapides, certains auront des avantages et des inconvénients. Par exemple, si vous voulez rajouter plus de fonctionnalités à ce message-là, avec l'utilisation de certains des développeurs, peut-être ça va lui prendre 5 minutes pour en fait vous rajouter certains types de fonctionnalités, mais peut-être qu'un autre a programmé de manière à ce que ça va lui prendre 2 heures pour rajouter un type de fonctionnalité. Donc, le fait de pouvoir faire du refactoring intelligent de votre code pour pouvoir l'optimiser pour qu'il soit le plus performant, c'est super intéressant avec l'intelligence artificielle. Et bien entendu, le fait de pouvoir créer des tests et les exécuter de manière automatique pour voir est-ce qu'ils fonctionnent bien dans tous les cas. Bien entendu, ça aussi, ça sauve énormément du temps. Donc, là, on vient justement au niveau des tests et des débogages. Donc, ça vient généralement beaucoup plus tard dans le processus de développement. On a développé, on sait que notre outil fonctionne plus ou moins et puis on veut le tester pour en fait le mettre en production. Donc, l'IA va générer automatiquement des tests unitaires en créant des scénarios des scénarios vraiment exhaustifs. Il va vous permettre en fait de détecter des bugs potentiels dès qu'il va analyser votre code. Il va vous dire dans votre code est-ce qu'il y a des zones à risque par rapport à l'utilisation de l'application et il va vous aider dans comment vous pouvez déboguer. Donc, généralement, je dis souvent à mes développeurs qu'une bonne aptitude d'un développeur, c'est sa capacité à déboguer son code ou de déboguer n'importe quel code parce que un développeur peut faire face à travailler avec n'importe quel type de code. Mais si vous voulez corriger un code que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est très difficile de le corriger, sinon vous n'y arriverez juste pas. Donc, la capacité à pouvoir déboguer un code, comprendre, OK, où est-ce que ça plante, pour pouvoir justement corriger où est-ce que ça plante, c'est une très grosse qualité pour un développeur. Et justement, l'intelligence artificielle vous permet de résoudre rapidement ce débogage-là. C'est sûr que si vous êtes un bon débogueur sans intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, vous serez un extra bon débogueur. Donc, l'idée, quand vous utilisez l'intelligence artificielle, c'est pas de l'utiliser pour l'utiliser, c'est de comprendre ce que l'intelligence artificielle fait et comment elle vous fait gagner du temps, en fait. Donc, ensuite, quand vous allez tester, vous allez mettre en ligne. Donc, une fois que vous mettez en ligne, vous allez optimiser l'infrastructure. Donc, l'intelligence artificielle vous permet, par exemple, de faire tout ce qui est auto-scaling ou allocation dynamique des ressources. Donc, l'autoscaling, par exemple, sur une infrastructure, c'est quelque chose qu'on a pour un de nos projets, justement, le software as a service surtout, c'est que cette plateforme, elle est utilisée mondialement. Vu qu'elle est utilisée mondialement, l'utilisation varie.
il y a des périodes où, par exemple, on a peut-être 100 utilisateurs qui sont en train de l'utiliser, mais il y a des heures dans la journée où on peut avoir 1000 utilisateurs qui sont en train de l'utiliser au même moment, ou encore 5000 utilisateurs qui l'utilisent au même moment. Ou avant, on avait un module qui permettait de créer euh, des concours en direct. Et ces concours en direct sont très aléatoires. Donc, une grosse compagnie peut créer un concours en direct où eux, ils ont, je sais pas, 10 000 participants ou 20 000 participants pendant leur événement, tandis qu'une autre a juste 2 000 participants. Donc, la charge sur nos serveurs est complètement différente. Mais le fait de garder une infrastructure super top pour dire que, OK, on veut une infrastructure qui supporte minimalement 50 000 utilisateurs en tout temps, ben, ça fait aussi pas mal de coûts. D'où l'autoscaling est super intéressant. Avec l'autoscaling, justement, ce qui se passe, c'est que l'infrastructure, on a une infrastructure de base et en fonction de l'utilisation de notre application, automatiquement, il y aura de nouveaux serveurs qui vont se créer. Donc, concrètement, c'est que on a une infrastructure qui supporte 1000 utilisateurs par défaut. Et dès que, par exemple, l'infrastructure trouve qu'il y a environ 600, 700 utilisateurs qui sont là, mais l'infrastructure va automatiquement s'élargir pour ajouter une nouvelle infrastructure qui va supporter un autre 1000 utilisateurs. Donc, on va passer automatiquement à 2000. Dès qu'il voit Bref, il va automatiquement analyser en fonction de l'utilisation de notre produit pour décider de rajouter plus d'espace pour pouvoir faire en sorte que les utilisateurs puissent utiliser l'application de manière fluide. Dès qu'il y aura automatiquement moins d'utilisateurs sur en fait l'application, automatiquement il va supprimer les nouvelles ressources qu'il a créées lui-même pour retourner à son environnement de base de 1000 utilisateurs. Donc, ce qui permet énormément d'optimiser les coûts. Donc, c'est vraiment de l'allocation dynamique des ressources, mais c'est génial en termes de coûts, vous n'imaginez pas. Ensuite, ça permet tout ce qui est détection d'anomalies, que ce soit des identifications précoces des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. En général, vous voulez mieux prévenir que guérir, donc c'est super intéressant. Tout ce qui est maintenance, donc dès qu'il y a dès qu'il y a des pannes, ou comme ça vous permet d'anticiper un peu les pannes, de vous faire des rappels pour que vous puissiez faire en fait certains types de maintenance. Et puis ça vous permet aussi de faire des déploiements complexes et des rollbacks. Donc des rollbacks, c'est essentiellement pour pouvoir revenir à d'autres versions de votre produit qui étaient plus stables. Donc dans le processus de déploiement et d'opération, c'est super pertinent parce que il vous permet justement de pouvoir faire pas mal tout ceci. Donc, de manière pratique, par où commencer? Comment faire? Bon, comment faire? Il faudrait identifier les opportunités de l'intelligence artificielle dans votre projet. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Est-ce que vous cherchez à éliminer tout ce qui est tâches répétitives ou prédictives? Qu'est-ce que vous cherchez à faire concrètement? Ensuite, vous devez faire des choix technologiques. Donc, décider est-ce que vous êtes en mode développement sur mesure, vous travaillez avec certaines API. Bref, c'est d'évaluer tout ce qui est ressources et puis décider comment vous orientez votre projet. Et concrètement, vous allez commencer petit. Donc, vous allez faire un prototype fonctionnel et puis, au fur et à mesure, ben, vous allez évoluer. L'idée est de pouvoir éliminer tout ce qui est risque majeur. Donc, vous allez explorer toutes sortes d'outils, installer des outils dans vos éditeurs, vous allez identifier les opportunités, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut vous permettre d'améliorer. Vous allez comprendre quand même les bases, donc comment utiliser bien des prompts d'engineering. Mais comment utiliser bien les prompts d'engineering, honnêtement, c'est comment bien utiliser les prompts de manière générale. J'ai un livre sur 297 prompts qui est accessible sur notre site internet dans notre menu à propos, qui vraiment explique comment bien écrire les prompts de manière générale. Et c'est pareil pour tout ce qui est prompt engineering. Et ensuite, vous allez expérimenter. Vous allez
essayer dans votre outil de code et puis vous allez voir comment ça fonctionne dans un projet dans un projet personnel. Donc ici, voici quelques exemples concrets. Donc, c'est un exemple que j'en fais avec mon équipe. Donc, mais je crois que j'ai 2 développeurs de mon équipe ici, des exemples que je vais vous montrer. Mais ça, c'est un exemple où on utilise GitHub Copilot. Donc, en gros, ici, le projet, c'est un projet web et il a fait une requête ici où il demande en fait à l'intelligence artificielle qui veut créer une roue où il veut afficher les noms de part et d'autre. Donc, automatiquement, GitHub Copilot lui a généré du code. Il lui a généré du code, il lui a donné les éléments qu'il a changés qu'il a changé en fonction de son code existant. Et en bas ici, vous pouvez voir je ne sais pas si je l'ai dans l'autre, ok. En bas ici, vous pouvez voir Claude 3.5 sonner. En cliquant dessus, on peut choisir quel est le modèle d'intelligence artificielle qu'on veut utiliser. Est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est Gemini, etc. Donc, vous pouvez même choisir c'est quel modèle que vous souhaitez interroger pour justement écrire votre code que vous voulez utiliser dans votre produit, en fait. Donc, ça, c'est un bon exemple. Ici, vous pouvez voir quelques fonctionnalités. Vous avez Simplify, donc qui permet de simplifier le code. Donc, il peut générer un code qu'on va lui demander de simplifier, ou on peut sélectionner directement un code que nous-mêmes on a écrit et on va lui demander de le simplifier pour nous. On peut lui demander de documenter cette version du code. Ce que je vous expliquais un peu plus tôt, la documentation est généralement un problème pour plusieurs développeurs. Donc maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils n'ont plus d'excuses vraiment à documenter bien leur code. Que ce soit de générer des tests unitaires, que ce soit de créer comme de recevoir de l'aide, que ce soit pour fixer des problèmes parce qu'il y a une erreur de compilation, que ce soit pour obtenir des feedbacks de l'intelligence artificielle ou bien que ce soit juste pour expliquer même comment ce bout de code fonctionne. Donc ça, par exemple, c'est quelques fonctionnalités de GitHub Copilot qui est intégré directement dans votre navigateur, que avec quelques sélections, quelques commandes, boum, vous l'utilisez et puis ça vous permet d'aller énormément beaucoup plus vite. Ça, c'est un autre exemple avec un autre développeur de notre équipe. Là, c'est pour une application mobile, par exemple. Là, l'outil qui est utilisé, c'est Windsurf. Donc, avec Windsurf ici, toujours dans son éditeur, vous pouvez voir, il y a une série de points ici où on peut lui demander de rajouter des commentaires, on peut lui demander de nettoyer le code, on peut lui demander de vérifier pour en fait des bugs, on peut lui demander pas mal de choses, générer des tests unitaires, de faire de rendre le code beaucoup plus rapide. Encore une fois, c'est un peu le même principe que ce que je vous ai montré un peu plus tôt. Lui, par exemple, il utilise Windsurf dans son navigateur, comme dans son éditeur, et il utilise aussi Chat GPT. Donc, avant de vous montrer le Chat GPT, vous allez voir ici à gauche que automatiquement, après la requête, Windsurf va nous donner des résultats et il va demander un peu plus de contexte. Donc, ici, on a sélectionné un bout de code et pour lui donner un peu plus de contexte, vous allez voir qu'on est dans le fichier utility.dart. Donc, Dart, c'est du code Flutter. Donc, on parle vraiment de développement mobile ici. Donc, il utilise son éditeur avec ChatGPT, l'application de ChatGPT. Donc, les deux sont connectés. Donc, dès qu'il entre dans son application de ChatGPT, ChatGPT sait automatiquement que c'est le fichier utility.dart qui était utilisé en haut ici, qui est mis en question ici. Et on écrit la requête en tant que développeur expérimenté Flutter, comment est-ce que je peux rendre ce code plus précis. Donc ça, généralement, c'est un peu la bonne formule d'écrire des commandes, que ce soit pour du engineering ou que ce soit pour du service à la clientèle, peu importe, c'est vraiment un peu la bonne formule d'écrire des commandes. Mais je vous recommande vraiment mon livre 297 commandes AI là, pour ceux qui sont intéressés à améliorer leur commande d'intelligence artificielle.
Donc, en mettant ça automatiquement dans Chat GPT, on n'a pas besoin de lui partager le fichier du code parce que ChatGPT lit automatiquement le fichier du code parce qu'il a été installé ici comme plugin dans son éditeur. Donc, il sait que c'est ce fichier et il va automatiquement dire, OK, voici les problèmes avec le code actuel. Donc, les commentaires peuvent être améliorés, la fonction where peut être ci. Et il nous donne automatiquement une meilleure version du code qu'on lui a demandé de nous interpréter. Donc, est-ce que c'est pas magique ça? Du coup, c'est vraiment un peu ça concrètement que l'intelligence artificielle fait pour tout ce qui est développement d'applications. Ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus rapidement et puis de manière beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est vraiment des exemples concrets. Donc, bien entendu, l'intelligence artificielle ne répond pas à tous les problèmes. Hein. On a un contrôle humain. Donc, la supervision humaine est nécessaire parce que c'est les humains qui dirigent l'intelligence artificielle. Donc, on a besoin quand même d'un contrôle humain. Ensuite, on a un risque de dépendance, donc qui est souvent la perte potentielle des compétences techniques fondamentales. Si vous voulez euh, si vous voulez vous décider d'être un développeur et de n'utiliser que l'intelligence artificielle sans comprendre ce que vous faites, clairement, vous perdez en compétences techniques pour vous-même, mais ça ne va pas être pérenne dans le temps parce que c'est super important quand vous comprenez, en fait. Et quand l'intelligence artificielle vous fournit des choses, vous pourriez voir, OK, c'est bon, ou bien il y a tel élément qu'on veut ajuster. Ensuite, il y a les questions éthiques qui, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on sait qu'on a des questions éthiques à, à répondre, en fait, parce que des fois, il peut y avoir des biais algorithmiques, et puis, est-ce que le contenu fourni, c'est du contenu qu'on peut utiliser, etc. Donc, la responsabilité, en fait. Donc, d'où le contrôle humain est encore plus important. Et puis, la sécurité des données. Vous voulez pas mettre, je sais pas, les vraies données d'un client, d'une base de données, par exemple, dans l'intelligence artificielle, et lui demander de vous évaluer une base de données de votre client, je sais pas, qui a, je sais pas, 10 000 courriels dedans. Ça crée automatiquement une fuite de données et puis c'est de la vulnérabilité, en fait. Donc, vous voulez vous assurer que les données sont toujours bien sécuritaires dans votre utilisation. Donc ça, c'est quelques limites et défis de l'intelligence artificielle dans le développement, mais ces limites sont vraiment le mieux contrôlables par en fait du contrôle humain. Et justement, quelques considérations éthiques parce que c'est très important le côté éthique dans tout ce qui est intelligence artificielle, que ce soit pour du chat GPT ou que ce soit pour du coding, les considérations éthiques vont toujours revenir. Donc on a le côté performance, donc est-ce que ces performances sur les différents appareils de connexion, parce que les optimisations ne sont pas pareilles en fonction des appareils, euh, le côté coût, l'intelligence artificielle peut être très dispendieuse dépendamment de comment vous voulez l'utiliser, que ce soit si vous utilisez des solutions cloud, API, que vous intégrez dans votre code, ça peut vraiment comme s'avérer cher. Ensuite, vous avez tout ce qui est le biais algorithmique que je vous ai expliqué un peu plus tôt, discrimination, parce que vous pourriez demander à l'intelligence artificielle un peu de tricher. Donc, il y a ce bout d'équité là. Et puis tout ce qui est protection des données, donc pour pouvoir être RGPD, loi 21, etc., vous devez pouvoir vous assurer que l'utilisation que vous faites de l'intelligence artificielle dans votre développement respecte justement toutes ces considérations éthiques. Sinon, je vous recommanderais de ne pas les faire parce que l'éthique est quelque chose de super important dans tout processus et aussi bien dans le processus de développement. Donc, quelles sont les tendances futures de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est développement technologique? Je crois que l'intelligence artificielle, de toute façon, est là pour rester. Elle va de plus en plus permettre de la création automatique de code basé sur des prompts. Ça se fait déjà, ça se fera de plus en plus.
Ça va être de plus en plus utilisé pour tout ce qui est interface adaptif. Donc, pour que l'expérience utilisateur puisse s'ajuster automatiquement aux préférences des utilisateurs. Donc, celui qui veut voir, je sais pas, l'application avec le bouton en haut à droite versus celui qui veut le voir en bas au centre, mais l'intelligence artificielle va pouvoir faire ce genre d'optimisation automatiquement, même dans les applications qu'on va utiliser, genre dans le day-to-day. Ensuite, vous avez le Edge AI qui est vraiment le côté où l'intelligence artificielle va de plus en plus être exécutée sur les appareils plutôt que sur le cloud. On sait que les nouveaux iPhones, les nouveaux Samsung, etc. intègrent directement l'intelligence artificielle dans le téléphone même. Donc, on aura de plus en plus de solutions du genre qui vont être liées dans l'intelligence artificielle plutôt que d'aller utiliser des outils externes. Et puis, le no-code est là pour rester. Donc, on a déjà pas mal d'outils qui permettent de faire qui permettent de faire du développement no-code assisté. Donc, no-code, c'est vraiment pour dire sans code là, mais on aura de plus en plus des outils sans code qui vont être boostés par en fait l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas mal les tendances futures qu'on voit pour tout ce qui est intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, en gros, ça reste vraiment votre super pouvoir pour tout ce qui est développement, quoi, parce que il améliore, c'est complètement le cycle de développement, la productivité, l'innovation. En fait, il devient un partenaire créatif infatigable. Parce que c'est pas comme si vous aviez Paul à côté qui vous conseille, à qui vous allez demander des conseils à Paul, et puis Paul, à un moment donné, il est fatigué, il veut dormir. L'intelligence artificielle, généralement, n'a pas besoin de sommeil, right? Donc, du coup, il est vraiment infatigable, et puis les développeurs qui maîtrisent en gros l'intelligence artificielle seront les plus performants demain. Donc, c'est quelque chose qui est là pour rester. Donc, je parlais tout à l'heure des prompts que vous pourriez utiliser, 297 prompts. C'est seulement pour 17 $. Vous pouvez scanner le code QR ici. Sinon, comme je disais, vous pouvez aller dans notre menu à propos sur oshara.ca et vous allez trouver le lien, cliquer, et puis c'est vraiment facile, c'est un téléchargement instantané. Non seulement ce livre-là vous permet d'avoir 297 prompts IA que vous pouvez utiliser vraiment pour tous les domaines, que ce soit vente, code, marketing, finance, etc. Mais ça vous explique aussi comment mieux écrire vos propres prompts, en fait. Donc, c'est ce qui est pas mal intéressant dans ce livre-là. Et bien entendu, le coût est super intéressant aussi. Ensuite, vous avez un très bon exemple d'outil, copyhive.ai, qui est un de nos outils qui est basé justement sur l'intelligence artificielle, où il permet de créer des publicités Facebook et des publicités Google, mais il est appelé à créer d'autres types de contenus marketing. Et en gros, vous pouvez tout simplement sélectionner encore une fois les modèles, que ce soit du ChatGPT, du Gemini, du Claude 3, et automatiquement, il va vous créer tous les éléments de votre publicité. Donc, pour ceux qui font de la publicité sur Facebook ou sur Google, vous avez juste besoin d'ouvrir votre compte publicitaire Facebook ou votre compte publicitaire Google. Vous mettez tous les éléments. En fait, l'outil est fait en sorte pour vous poser toutes les questions pertinentes pour créer une bonne publicité. Et dès que vous validez, ben, il vous crée automatiquement tous les champs que vous devez copier-coller juste dans Facebook ou dans Google. Donc, c'est vraiment du copier-coller, en fait. Vous faites vraiment purement du copier-coller, que ce soit les titres, les descriptions, les métadescriptions, etc. Vous faites juste du copier-coller et puis ça vous permet de créer des publicités super performantes. Donc, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, on peut créer ce genre d'outils aujourd'hui. Donc, c'est aussi très intéressant. Et conclusion, l'intelligence artificielle reste un accélérateur, c'est pas un remplaçant. Je sais que certains en ont pas mal peur. Beaucoup pensent, mais en fait, c'est légitime d'avoir peur. Mais
tant et aussi longtemps que vous avez un esprit d'amélioration continue, vous n'avez juste pas besoin d'avoir peur. Parce que, encore une fois, l'IA a besoin d'être guidée par les humains pour lui donner un objectif, un contexte et une intention. Et plus vous, en tant qu'humain, vous allez comprendre comment mieux répondre à des objectifs, quels sont les différents contextes, mais vous allez toujours pouvoir mieux documenter une IA que quelqu'un d'autre qui comprend moins les objectifs, moins les contextes et les intentions finales, en fait. Donc, l'IA a toujours besoin du guide humain. Ensuite, c'est le jugement, la créativité, l'intuition humaine qui transforme justement des simples modèles d'intelligence artificielle en véritable innovation. Parce que si pour un problème, j'écris ma requête et pour le même problème, vous écrivez votre requête, on n'aura certainement pas les mêmes résultats. On pourrait avoir certaines similitudes, mais résultat final, surtout pour du code, par exemple, on n'aura clairement pas les mêmes résultats. Et mais justement, l'innovation générale vient justement de ces résultats-là. Et c'est le jugement, c'est la créativité, c'est le guide humain qui permet justement de pouvoir amener, qui permet de pouvoir amener à ces innovations-là. Ceux qui sauront utiliser l'intelligence artificielle comme un copilote. C'est vrai qu'on a Copilote qui est l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft par excellence. Mais ici, c'est bon, ça peut faire un peu la rime, mais vraiment comme un copilote, là, gagneront vraiment en productivité, en impact et en pertinence. Donc, l'humain est là pour rester. De toute façon, l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir remplacer l'humain, mais l'intelligence artificielle reste un super pouvoir, mais c'est à vous de décider quand et comment vous voulez l'utiliser. Et ça fait complètement une différence, en fait, dans la création de ce que vous faites, que ce soit pour du code, comme on a parlé pas mal aujourd'hui, mais que ce soit pour un produit marketing, que ce soit pour un produit de... Peu importe, en fait. Donc, sur ce, on est arrivé à la fin, juste à temps. Si vous avez des questions, je suis preneur pour toutes vos questions. Et oui, c'est pas mal ça. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez scanner le code QR que vous voyez sur la page. Sinon, juste sur notre site internet ochara.ca, cliquez sur le menu contact et puis appelez-nous, remplissez le formulaire, il nous fera un plaisir de vous assister. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre les questions dans le chat, sinon Audrey peut me... Ok, on a déjà des questions ici. Juste un instant. Ok. Comment vous pouvez... Ok, non. Comment éviter la dépendance excessive aux outils d'IA en général? Oh Lord. Comment éviter la dépendance excessive aux outils d'IA en général? Ben, je vais dire de juste garder en tête que l'IA n'est pas tout, que l'IA ne remplacera pas l'humain. La dépendance excessive, c'est de vouloir tout faire avec l'IA. Je pense que dans la majorité des choses que vous faites aujourd'hui en travaillant, l'IA a une place pour vous aider. Mais dépendamment de ce que vous faites, vous devez savoir, vous êtes dans quel contexte. Si vous jouez par exemple avec des données des utilisateurs, vous devez tout de suite oublier l'IA parce que vous ne voulez pas donner des données des utilisateurs à l'IA pour des raisons éthiques. Mais sinon, avoir un peu de dépendance aux outils d'IA, c'est pas plus mal non plus. Hein. Je suis tenté de vous dire ça. Mais c'est vraiment juste de savoir que l'IA ne remplacera pas votre intelligence. L'IA vous permettra d'être plus performant et d'être certainement plus intelligent parce que vous allez apprendre beaucoup plus, vous allez comprendre beaucoup plus d'éléments. Vous avez un assistant
en tout temps à côté, à qui vous pouvez demander des conseils, à qui vous pouvez demander des orientations. Donc oui, utilisez-le à super bon escient. Je trouve que c'est quelque chose à ne pas manquer en fait. Donc, encore une fois, si vous n'utilisez pas l'IA dans vos boulots, peu importe le boulot, ici on parle vraiment des développeurs, mais que ce soit en mode marketing, que ce soit en mode vente, peu importe, quand que vous ne l'utilisez pas efficacement, vous allez clairement être dépassé. Donc oui, c'est un bon copilote à utiliser de manière excessive, mais il faut plutôt l'utiliser de manière responsable. Et bon, les excès en toute chose nuisent. Donc, c'est de vous rendre compte si à un moment donné, vous l'utilisez au point où ça vous empêche vous-même de réfléchir. Bon, il y a un gros problème, quoi. Vous devez pouvoir faire un peu la part des choses à ce moment-là. Donc, oui, c'est ce que je répondrai à cette question. On a une autre question. Dans vos projets concrets chez Oshara, quelles ont été les plus grandes difficultés lors de l'intégration de l'IA? Les plus grandes difficultés. Mon projet lors de l'intégration de l'IA. Sur quel aspect? Si je vais sur l'aspect développeur, pas vraiment, parce que je vais dire nous, dans le côté développement, on fait face tout le temps à des difficultés, au point où c'est vraiment plus des difficultés, même pour nous, on est une compagnie de développement à la base et les développeurs font tout le temps face à des problèmes, à des difficultés. C'est un peu ce qu'on mange. On adore corriger des problèmes et puis régler des difficultés. Donc, je n'en verrai pas de spécial qui se démarque. C'est plus tester les outils, regarder comment chaque outil fonctionne et puis comment on les utilise en fait. Parce que vu qu'on teste l'intelligence artificielle est là depuis, mais les nouvelles intelligences artificielles qu'on connaît maintenant sont plutôt récentes. Donc, l'intégrer dans du code, etc., c'est des outils qui sont récents, ça fait pas plus de 2 ans. Donc, c'est plutôt les tester continuellement, voir comment ça nous aide à aller plus vite. Donc, oui, je dirais en termes de difficultés majeures, honnêtement, non, on n'en a pas eu. Maintenant, dans l'utilisation de l'équipe, globalement, est-ce qu'il y en a aussi de majeurs? Non, c'est plutôt d'éduquer nos équipes à comprendre qu'il faut l'utiliser, mais surtout comment l'utiliser. Donc oui, en termes de difficultés majeures, je dirais, c'est plutôt comment utiliser l'intelligence artificielle. Est-ce que on peut tout mettre dans l'intelligence artificielle? La réponse est non. Donc la difficulté majeure vient vraiment plus des problèmes éthiques et de sécurité, éthique, sécurité et puis confidentialité. Ce serait plus ce niveau-là que j'aurais vraiment les difficultés majeures pour Oshara. Oui. Quel conseil donneriez-vous à une petite équipe qui souhaite intégrer l'IA pour la première fois dans un projet web ou mobile? Oh, mais simple, hein, c'est vraiment de suivre tout simplement ce qui est mis ici, là. C'est vraiment d'installer des assistants de code dans leur éditeur et de les tester, de commencer à les tester, de pouvoir voir quel type de fonctionnalité l'intelligence artificielle peut les aider à écrire. Mais d'une manière ou d'une autre, ok, une petite équipe qui développe un projet web ou mobile, par exemple, le développeur va développer d'une manière ou d'une autre, avec ou sans intelligence artificielle. Donc, si je suis lui, ben, je vais commencer mon développement, je vais intégrer un genre de GitHub Copilot ou peu importe un autre outil, que ce soit du Windsurf, etc. Et je vais, après un petit bout de temps, disons que j'ai juste fait mon login, par exemple, ben, je vais commencer à demander, ben, comment est-ce qu'il trouve mon code? Est-ce qu'il y a des éléments qui
genre qui peuvent être améliorés dans mon code, etc. Et là, déjà, je vais pouvoir prendre tous ces feedbacks de améliorer mon code parce que je veux faire mieux en tant qu'individu pour mon code et puis mon expertise. Et ensuite, ben, je vais continuer à programmer en lui demandant justement de m'aider à aller plus vite. Du coup, quelque chose que je ferai facilement en 2 mois, ben, il va certainement m'aider à le faire en 1 mois et demi ou même si je le fais en 2 mois, ça va être énormément mieux que si je l'avais fait sans intelligence artificielle. Donc, en gros, c'est vraiment de suivre cette étape, d'explorer les différents outils en fonction de son éditeur de code, d'en intégrer, d'identifier les opportunités qui peuvent être intégrées, de comprendre les bases des prompts, comment écrire bien des prompts. Ça, c'est la base de, même si vous n'êtes pas développeur, vous avez besoin de comprendre la base de comment mieux écrire les prompts. Le contexte, l'intention, c'est super important de le donner à l'intelligence artificielle. Donc, quand vous faites une analyse, vous voyez par exemple ici, dans l'exemple ici, on demande d'agir en tant que développeur flotteur d'expérience pour proposer une amélioration de ce code. On aurait pu écrire la requête complètement différemment et puis dire améliore-moi ce code. Mais ça n'allait clairement pas donner le même résultat. D'ailleurs, c'est des tests qu'on a fait et je sais exactement très bien de quoi je vous parle. Juste ce bout de contexte de lui dire d'agir comme un développeur d'expérience fait en sorte que il pousse un peu la barre plus haute. Donc, c'est vraiment de pouvoir apprendre à écrire de meilleurs prompts et ensuite, l'intelligence artificielle, c'est d'expérimenter, c'est de tester, expérimenter, tester, expérimenter. So, c'est vraiment pas mal ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je sais que j'ai pris, ici, ok, non, c'est les questions étaient mises dans le chat ici. Ok, mais je crois qu'on n'a plus de questions. Juste, Audrey, juste me confirmer si on n'a plus de questions. Comme ça, je peux juste... Ok, bon, je crois qu'on n'a plus de questions. Merci à vous, tous et toutes, d'avoir été là aujourd'hui. On a dépassé de 10 minutes, mais c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous partager un peu toutes nos trouvailles, comment est-ce qu'on utilise ce genre d'outils dans notre day-to-day. Et puis, on a plein d'autres outils puis techniques intéressantes à vous partager, que ce soit au niveau technologique ou que ce soit au niveau marketing. Donc, on a un webinaire la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous ferait un plaisir de vous aider. Et puis, au plaisir. Merci et puis bonne fin de journée. Au revoir.